Bonjour Hélène Diman. Je suis content de vous avoir dans cette interview. Merci d'avoir accepté cette interview déjà. Euh, Bonjour voilà. Emma. Donc, on va commencer. J'ai préparé quelques questions à vous poser, si vous voulez bien, à propos de votre livre intitulé Sans ciel ni terre. Vous Oui, êtes historienne chargée de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, auteur du livre que je viens de citer, Sans ciel ni terre, Paroles orphelines du génocide des Tutsis de 1994 à 2006, édition La Découverte. Pourquoi vous avez choisi le titre Sans ciel ni terre? bien, merci pour cette première question. Alors, je peux parler avec d'autant plus de fierté de ce titre qu'il n'est pas de mon invention propre, puisque c'est une traduction un peu libre d'une expression en Kinyarwanda que les orphelins utilisent dans leur texte. Ils écrivent souvent Imfubyi hepfu na ruguru. Donc, littéralement, en français, c'est les orphelins n'ont plus ni haut ni bas. Et comme ça me paraissait pas tout à fait traduisible de cette manière littérale en français, je me suis rapprochée de cette expression en français, sans ciel ni terre, qui, à mon sens, renvoyait à un autre terme qui était très souvent utilisé dans les textes, et igihumori, le néant. Le néant dans lequel eh bien, les rescapés, les victimes du génocide ont été plongés pendant 3 mois, et 3 mois qui durent ensuite des dizaines d'années plus tard. Donc, ce titre, il renvoie précisément à ces expressions récurrentes de la perte de repères des rescapés. Et pourquoi avez-vous fait le choix sur cette tranche d'âge? Alors, c'est pas vraiment mon choix, c'est-à-dire que c'est le corpus archivistique, c'est-à-dire ces cahiers d'enfants retrouvés donc à la Commission nationale de lutte contre le génocide. Eh bien, ces anciens enfants avaient entre 8 et 12 ans, donc ça forme effectivement une homogénéité dans cette tranche d'âge, mais ce choix n'est pas le mien, là encore, mais celui donc d'Avega, qui a réuni les enfants en 2006 pour qu'ils eh bien, couchent sur le papier leur témoignage sur ce qu'ils avaient traversé pendant le génocide et après. Qu'est-ce que vous avez constaté ou découvert chez cette tranche d'âge en termes de vérité historique? Alors, ça m'a intéressée pour 2 raisons. D'abord parce que, depuis plusieurs années, je travaille sur, mon projet de recherche actuel, c'est une histoire au long cours des victimes et des survivants du génocide des Tutsis, depuis les premières persécutions donc des années 50-60 jusqu'à aujourd'hui, avec un étirement en amont et en aval du temps du génocide, parce qu'il me semble qu'il est très important de considérer l'expérience des victimes pour l'écriture d'une histoire générale du génocide, contre un certain nombre de clichés qui ont encore cours, selon lesquels eh bien, seuls les tueurs détiendraient le secret, le mystère de leurs actes, et les rescapés, eux, n'auraient finalement que très peu d'informations à apporter sur l'effectuation, sur l'exécution du génocide, puisque selon cette doxa, ils auraient été confinés dans des cachettes pendant 3 mois. Et donc, si vous voulez, ils sont mauvais témoins pour la justice et mauvais témoins pour l'histoire, les rescapés. Donc, d'abord, il y a cette volonté d'inscrire l'expérience des victimes dans l'historiographie du génocide des Tutsis. Ça, c'est une première chose. Et puis, la parole des enfants, elle n'a pas non plus été regardée avec beaucoup de sérieux et d'intérêt pour la même raison que souvent le discours historique se confond avec le discours judiciaire. Or, cette parole enfantine sur le génocide, elle est extrêmement intéressante
heuristique, hein, du point de vue historique, parce que les enfants parlent sans filtre. Et c'est ce qui m'a frappée à la traduction, puis à la lecture, puis au travail sur ces textes, c'est la minutie avec laquelle ces jeunes scripteurs s'appliquent à décrire la gestuelle meurtrière, les mots du racisme. Et donc, ces enfants ont été en interaction constante avec les tueurs. Et ils ont donc des choses à nous dire sur eh bien, ce que pensaient les tueurs, leur univers mental structuré par un racisme anti-Tutsi très fort, et ce qu'ils ont fait au corps des Tutsis, qui est l'expression, eh bien, si je puis dire, physique de cet univers raciste. Et donc, il y a ces archives, ces textes d'enfants ont une véritable portée historique, et c'est ce que j'espère qu'on mesure à la lecture du livre. Très bien. Comment avez-vous procédé alors pour recueillir ce témoignage d'enfants? Alors, je les ai trouvés un peu par hasard en rangeant la bibliothèque de la CNLG. Donc, d'ailleurs, il faut que je remercie cette institution de m'avoir fait confiance, de m'avoir accueilli dans ces locaux. Et je les ai trouvés un peu par hasard. Et puis rassembler, et puis photographier. Et ensuite, j'ai bénéficié de l'aide de 2 personnes pour co-traduire ces textes. Alors c'est un corpus qui est assez imposant, puisqu'il y a 105 cahiers, et ça représente en tout 2000 feuillets, hein, et en Kinyarwanda, souvent avec une écriture difficile à déchiffrer, tantôt plus aisée, plus fluide. Et il était inenvisageable pour moi de laisser la traduction à un tiers sans pouvoir la contrôler et sans pouvoir poser des questions au Kinyarwanda, en particulier pour tout ce qui avait trait donc à la botanique, aux univers, au paysage du génocide. Il fallait que je puisse me représenter ce qu'était un champ de sorgho, un épi de sorgho, tous aussi le bestiaire qui habitait les marais. Enfin, voilà, il y avait une dimension physique très importante qu'il me fallait approcher. Et ça passait aussi par un contrôle de la traduction, une co-traduction, et puis également tous ces termes qui sont liés, par exemple, aux actes de cruauté et aux actes de mise à mort. Il y a une richesse sémantique qui me semble importante à restituer en français, et qui a donné lieu donc à un travail de traduction pour chercher des équivalents en français, et parfois laisser les traductions de manière beaucoup plus littérale. Dans certains contextes, je vais peut-être vous donner un exemple, lorsque une fillette raconte de la manière dont elle a été elle-même frappée avec sa famille a été tuée, eh bien, elle est sous les cadavres, et elle dit Narugui Muguzim, je suis revenue à la vie. Alors, en français, peut-être que quelqu'un qui voudrait faire une trop bonne traduction en français aurait traduit par j'ai repris conscience. Mais dans ce contexte précis, il m'a semblé que la traduction littérale je suis revenue à la vie me paraissait plus appropriée. Voilà, c'est sur des choses comme ça, y compris la manière dont les jeunes bergers, enfin, je pense à un texte en particulier où un garçon raconte la manière dont les vaches ne beuglaient pas, justement, mais il écrit Nyaziborog. Les vaches hurlaient de douleur. Et c'est une manière pour lui d'inclure les vaches dans son univers de victimes du génocide, parce que ces enfants étaient attachés à leurs animaux de manière très puissante, et la description du sort qui a été fait à ces vaches, eh bien, fait partie des récits du génocide. Euh, alors, comme quelqu'un qui a fait recherche au Rwanda, y a-t-il une différence entre les rescapés adultes et les enfants dans la manière dont ils témoignent? Alors, il Si faudrait oui, pour lesquels? alors, il faudrait pour cela pouvoir avoir un échelon de comparaison avec le même type de corpus écrit par des adultes à la même période. Je ne sais pas si ça existe au Rwanda, mais comme on fait des découvertes archivistiques de manière très
enfin, très souvent, c'est possible de trouver un type de corpus comme ça. Ce qui m'a semblé intéressant dans l'expérience des enfants, c'est encore une fois la manière dont ils restituent de manière extrêmement brutale toutes les scènes de massacre, sans filtre, de pudeur, de convention sociale. Tout est décrit avec la plus grande minutie. Et puis, ce qui, eh bien, la marque, la singularité de l'expérience enfantine, c'est l'effondrement du monde des adultes. Ce monde des adultes qui est soit impuissant à les protéger, puisque lui-même est menacé et assassiné sans relâche, ou un monde adulte qui se mue en menace mortelle. Et cette expérience si forte de l'effondrement du monde des adultes, eh bien, engendre ensuite, dans l'après-coup, une abolition de la confiance en l'autre et dans les adultes, ce qui explique aussi la constitution de familles d'orphelins, ces solidarités familiales qui se sont construites entre enfants ou jeunes gens. Et c'est plus facile pour un enfant de témoigner. Je ne sais pas si c'est plus facile parce que ce qu'il raconte est terrible et puis, on sent bien dans l'écriture, ce qui est très important pour, approcher ces cahiers, c'est aussi la matérialité, ces graphies. On sent que parfois les mots sont difficiles à écrire, et je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question de manière, péremptoire, mais, cette difficulté de l'écriture, on la voit, elle est perceptible dans la graphie. J'aimerais savoir en quoi leurs témoignages sont très forts et particulièrement efficaces ou convaincants. Ils le sont d'abord parce qu'ils sont nombreux. On a la chance d'avoir un véritable corpus ici. Lorsqu'il y a une centaine de personnes qui témoignent et dans ces descriptions, parfois d'enfants qui viennent des mêmes collines, des mêmes secteurs, des mêmes communes, des mêmes préfectures, eh bien, certains faits se recroisent. Je pense en particulier à la description qui est faite par deux fillettes des manières, des ruses employées par les Inhalamwe pour habiller les bananiers de leur chemise et faire croire aux victimes qu'ils sont à cette position alors qu'ils avancent vers eux à revers. Voilà, c'est des descriptions qui peuvent être confrontées, confirmées d'un témoignage à l'autre. Donc cet effet de masse, si vous voulez, me paraît extrêmement précieux. Et je pense aussi que ces témoignages d'enfants sont, encore une fois, implacables dans leur description des mises à mort, des tortures, de ce que disent les tueurs, de ce que font les tueurs, de ce quadrillage souvent extrêmement rapide et très serré du territoire. Ce qui me paraît extrêmement intéressant dans les textes, écrits encore une fois à une échelle très micro, c'est que on voit, littéralement, on voit l'organisation extrêmement sophistiquée de ce génocide, qui à la fois, évidemment, est impulsé par les échelles centrales, nationales, mais également est pris en charge localement. Et ça me paraît être extrêmement important. Et je pense que ça ouvre des pistes aussi de réflexion, justement, pour l'historiographie à venir, sur l'articulation entre les différents échelons de pouvoir entre le national et le local. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement frappant. C'est que contrairement aux autres génocides du XXe siècle où les victimes ont été déportées, au Rwanda, le mot d'ordre génocide, c'est il faut garder les victimes sur place. Il faut que chaque secteur, chaque cellule tue ces Tutsis, entre guillemets. Et cette injonction à la tuerie dans les frontières, dans l'entre-soi du voisinage, me paraît extrêmement important pour comprendre l'efficacité du génocide, surtout dans cette région de l'Est où, eh bien, à la fin avril, les troupes du FPR étaient arrivées. Alors, comment ces enfants vivent la perpétuation du génocide par le négationnisme après les 3 phases du génocide, planification, exécution et négation? Alors, ils ne parlent pas en tant que
tel du négationnisme, hein, d'un discours construit auquel ils auraient eu accès, hein. Les textes ont été écrits en 2006. Peut-être cette question n'était pas encore au cœur de la préoccupation des orphelins lorsqu'ils ont écrit leurs textes. Néanmoins, il y a à plusieurs reprises cette volonté d'écrire pour l'histoire qui est affirmée, exprimée par les jeunes scripteurs. Il y en a une, par exemple, qui écrit qu'elle veut que son livre, hein, puisque ils appellent leur cahier leur livre, hein, c'est dire toute l'importance qu'ils leur accordent. Je voudrais que mon livre soit vendu sur tous les étals de marché pour que mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants, que la terre entière sache ce que nous avons subi et que notre récit entre dans l'histoire. Et donc, ce sont des mentions que l'on retrouve de manière assez de nombreuses fois dans les textes. Et je crois, pour ma part, que ce type de texte, de témoignage qui rend le génocide extrêmement concret, hein, brutalement concret, est est une manière non pas de répondre au négationnisme, parce qu'il faut éviter de se laisser enfermer dans les débats qui nous imposent, mais en tout cas, face à ce type de discours, de ramener la réalité d'un événement historique, voilà, à travers des sources identifiées sur lesquelles eh bien, plusieurs historiens pourront travailler de manière ouverte. Et ça me paraît extrêmement important de pouvoir produire des travaux historiques à partir de sources, d'archives qui permettent de ramener, voilà, encore une fois, de manière extrêmement minutieuse, précise, la réalité du génocide des Tutsis qui s'est produit en 1994. Donc, d'après vous, en tant qu'historienne, il ne faut pas discuter, perdre le temps avec le négationnisme. Oui, c'est un peu l'avis qui est C'est le ce mien. que vous venez de dire dans le concret. Voilà, je crois qu'ils nous ont ça fait longtemps, que les négationnistes sur le génocide des Tutsis écrivent. Les premiers textes sont, les premiers arguments sont posés, dès 1994, 95, 96 par les principaux responsables du génocide, et ces arguments structurant le négationnisme n'ont guère changé depuis. Ce sont toujours les mêmes. Alors, il y a un effet de répétition et de lassitude. Je crois que, pour le dire un peu trivialement, on ne faut pas perdre trop notre temps à répondre aux négationnistes, à décortiquer leurs textes. Je crois qu'une manière de répondre, de manière peut-être sans doute plus efficace, c'est de poursuivre le travail d'histoire, parce que je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent répondre à des travaux qui sont construits sur des sources identifiables et avec une méthode qui est tout à fait orthodoxe du point de vue donc des sciences sociales. Donc voilà, moi c'est ma position. Peut-être qu'elle ne sera pas partagée par tous, mais je pense qu'il faut cesser de leur répondre et surtout cesser de se faire imposer un agenda de recherche par ces personnes, parce que c'est précisément les questions qu'ils posent qui rendent abstrait le génocide, qui enferment le génocide dans des débats sur l'attentat. Si vous voulez, le public non rwandais se lasse de ce type de polémique et finit par renoncer à comprendre ce qui s'est produit en 1994. Donc, voilà, ma position est celle-ci. Revenir à la matérialité du génocide. Et je cite souvent une définition qui me paraît extrêmement juste du négationnisme, c'est celle de Ritipan, qui est lui-même donc cinéaste et rescapé du génocide au Cambodge, et qui écrit dans son dernier livre, La paix avec les morts, que la porte d'entrée du négationnisme, c'est pas le mensonge, c'est l'abstraction. Et je trouve que c'est exactement
ce danger du négationnisme, c'est l'abstraction. Or, une manière de lutter contre cette abstraction, et celle dont parle Ritipan également dans son livre, c'est précisément de traverser les paysages, de comprendre dans quelle langue eh bien, sont exprimés les faits qui se sont produits en 1994. Ça me semble extrêmement important de se défaire de la gangue de l'abstraction et de revenir à un travail factuel sur ce qui s'est produit sur les collines rwandaises en 1994. D'accord. Que pensez-vous des journalistes et de chercheurs qui se présentent comme spécialistes du génocide des peuples tutsis au Rwanda sans avoir même mis le pied sur le sol du Rwanda? Bah, je ne sais pas très bien comment on peut travailler sur une question, à moins qu'ils aient un corpus d'archives qui viennent des Nations Unies ou voilà, en tout cas, c'est pas ma perception du travail, du métier d'historien que de travailler un peu hors sol. Il faut comprendre ce qu'est une colline, il faut avoir, une fois vu un champ de sorgho, un marais, enfin, il y a une dimension physique sans laquelle on se prive de comprendre les récits des rescapés, par exemple. Ça me paraît extrêmement difficile de travailler sur un pays sans jamais en avoir foulé la terre. Pour moi, c'est un manque de sérieux, à moins qu'il y ait une possibilité, et il y en a, de travailler sur l'histoire du génocide des Tutsis à partir de sources extérieures, et je pense en particulier à des sources qui pourraient être celles des Nations Unies. Ou les archives françaises. Ouais. Votre expérience sur le terrain au Rwanda, ça s'est passé comment? Pardon, j'ai pas. En tant qu'historienne, votre expérience sur le sol du Rwanda, ça s'est passé comment? Alors moi, je voudrais d'abord dire une chose, c'est que c'est le Rwanda et l'histoire du génocide qui a fait de moi une historienne. J'étais pas, je ne devais pas faire des études d'histoire, ni une thèse d'histoire quand je suis allée au Rwanda pour la première fois en avril 2004. Et c'est vraiment la confrontation avec les traces de l'événement qui était très forte à cette période, qui a construit ma détermination à comprendre ce qui s'était produit au Rwanda. Donc vraiment, il y a déjà cette quête qui part d'une rencontre. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent par des rencontres au Rwanda, des rencontres très fortes. Et mon expérience, maintenant, elle date de plus de 16 ans hein, au Rwanda, où je suis allée chaque année. Eh bien, ça s'est, comment dire, voilà, toujours conclu par des rencontres très fortes, soit des rencontres avec des personnes, pour ce qui était de l'ordre de mon premier travail, plutôt sur la base d'archives orales, ou bien des rencontres avec ce type d'archives comme ces cahiers d'orphelins voilà, qui tout d'un coup bouleversent l'agenda de travail initial. Et voilà, c'est pour moi le Rwanda, le travail d'historien au Rwanda, c'est de se laisser surprendre par la rencontre. On sent vraiment que vous avez l'expérience bien bondée parce que 16 ans, en plus, vous êtes devenue historienne à cause de cette histoire. Ça me rappelle le journaliste, cette approche que vous avez fait chez les rescapés, ça me rappelle Jean Hestfer. Vous voyez qui je parle. Oui, Donc, très bien. la question que je vous ai posée par rapport aux personnes qui se présentent comme spécialistes, sans connaître le Rwanda, ça vient de là. Parce que quand on voit votre travail et les gens experts, on voit vraiment euh, cette approche, cette identification du problème et trouver la manière de conduire et euh, je voulais savoir si vous voyez encore ces rescapés quelques années plus tard. C'était en 2006.
Oui, Oui. Aujourd'hui, ils sont quand même, ce sont des adultes, ce sont des hommes et des femmes de 30 ans, je pense. bien sûr, Vous 30 ou avez des 40 ans. nouvelles? Mmh. On a le même âge, presque, pour beaucoup d'entre eux. Non, alors moi, j'ai fait leur rencontre par leur texte et donc j'ai fait le choix aussi, d'anonymiser, tous les textes pour ce livre parce que j'avais pas recueilli leur consentement, hein, pour, publier sous leur nom propre. Leur témoignage. Et l'enjeu d'un prochain séjour au Rwanda, lorsque évidemment il sera possible de voyager, ce serait précisément de partir à leur recherche et à leur rencontre. Et d'abord pour leur montrer, voilà, c'est aussi une des productions qui ont pu être faites à partir de leur texte, à travers le livre, mais aussi parce que, j'aimerais beaucoup, si cela est possible, pouvoir, eh bien, présenter une édition, in extenso de l'ensemble des témoignages. Et ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement, le nom des auteurs des cahiers, anonymisés ou pas, parce que ça, c'est assez simple. Ce qui me pose problème, c'est le nom des disparus. Et je trouve que ce serait de ma part une très, très imposer une très grande violence que d'anonymiser le nom des morts, le nom des disparus, qu'ils ont pris tant de soin à inscrire dans leur cahier. Et c'est de ça que j'aimerais discuter avec eux si je les rencontre, sans doute, au premier semestre, 2021, en tout cas comme je l'espère que ça va se produire. Mmh. Hem, Quand j'ai dit, d'abord, je vais vous remercier parce que vous m'avez, donné le privilège de recevoir le livre avant la sortie. Hem, Votre livre, c'est je ne sais pas si ça se dit, c'est un livre documentaire. Mmh. Heu, on on voit le témoignage et les témoignages des rescapés et votre commentaire, analyse et c'est vraiment c'est un bon livre qui ne vous laisse pas, rester sur un coin. Donc, vous voyagez avec, les rescapés dans leur vie d'avant, de pendant et d'après le génocide et avec leurs témoignages. C'est vraiment, ce qui donne le la différence, des autres livres que je lis, à propos de notre histoire du génocide. Heu Comment vous avez alors, pensé à ça? Parce que c'est très, c'est ça parle. Ah mais merci pour ces commentaires. Je crois que ça s'est imposé un peu comme une évidence. Le fait d'écrire, en fait, j'ai pas écrit avec mes 2 mains, mais j'ai écrit avec les 200 mains des auteurs des textes. Ils sont aussi les principaux acteurs du livre. Les textes sont si forts, si puissants, si informatifs aussi, hein. C'est pas seulement une question d'émotion, de force, de puissance des affects, qu'on ressent à la lecture, hein, même si voilà, on est saisi, hein, véritablement par ce qui est décrit. Mais il m'a semblé, que, mon commentaire, devait, être retenu, le plus possible avec une écriture extrêmement, sèche, précise, calibrée pour laisser toute, leur place, aux paroles des orphelins. C'est ce qui m'importait, c'était d'écrire à partir d'eux. Donc j'ai eu de la chance aussi de pouvoir, publier ce livre dans une nouvelle collection qui s'appelle «À la source», hein, aux éditions La Découverte et qui précisément, entend, redonner une place centrale, à la source, hein, aux archives et donc ça entrait parfaitement en cohérence, si vous voulez, avec le projet de la collection que de, placer au centre de l'écriture, l'archive et j'aurais je ça m il m'aurait presque semblé, indécent, si vous voulez, de ne pas mettre les textes in extenso ou, verbatim, et de les paraphraser. Heu, c'est leurs paroles, c'est leurs mots et j'ai pris tant de soin à essayer de trouver une traduction qui permette de retrouver
en français les expressions idiomatiques du Kinyarwanda vraiment au plus près de leurs mots, qu'il m'aurait semblé tout à fait incongru, eh bien, de prendre la parole à leur place. Voilà. Heu, c'est impressionnant parce que quand on lit leurs témoignages, moi qui est rwandais, heu, je c'est comme lire le français, mais d'une façon, facile à Kinyarwanda. Vous voyez? Mmh. Je vous rejoins là, ce que vous dites, c'est vraiment c'est vrai. J'ai senti ça, la fidélité de traduction. Mmh. C'était Et très important. oui. Mmh. Ici, vous avez même, appris la langue Kinyarwanda et mais vous aviez aussi le traducteur, à côté de vous. Oui, Pourquoi vous avez fait ce choix? parce que depuis plusieurs années déjà, je pense qu'il est, crucial de travailler, avec le Kinyarwanda. Ça me paraît, difficile de faire autrement. Surtout, dans des textes, qui, ben, parlent du génocide, puisqu'il y a une véritable, langue du génocide qui émerge, hein, on le voit dans les textes. Hem alors, je me suis fait évidemment, assister de 2 personnes pour les traductions, mais j'étais à côté et chaque fois que je comprenais pas un mot, je disais: «Mais ça exactement, est-ce qu'on peut le déconstruire de telle ou telle manière? Quel est le sens littéral? Maintenant, dans quel contexte?» Voilà, pour interroger véritablement, la manière, dont les mots sont posés sur des expériences comme celle-ci. Ça me paraît essentiel et voilà, donc j'étais à côté à chaque fois en vérifiant et ensuite lorsque j'ai repris les textes, comme j'ai les fichiers photographiques de tous les originaux en Kinyarwanda, j'ai aussi revérifié, la conformité de la traduction. Donc ça m'a et ce qui me paraissait très important, c'était d'être au plus près, des mots écrits par les orphelins. Donc par exemple, j'ai tenu à ce que, les termes comme papa ou maman, soient respectés dans la traduction française. Ça peut paraître, anecdotique, mais quand on dit papa et maman, il y a une charge affective. Donc je voulais pas qu'on traduise, lorsque les enfants employaient papa ou maman, je voulais pas qu'on traduise data ou mama. Je voulais que vraiment il y ait, ce soit pas le père, mais papa, voilà. Enfin, des choses comme ça extrêmement importantes. Voilà et donc pour moi, c'est très important de travailler avec le Kinyarwanda Mmh. et là, j'espère revenir au Rwanda bientôt pour le, mmh, le remettre à jour, parce que là, ça fait un peu trop longtemps que je suis éloignée du Kenya. Mmh. À propos du choix de lien de travail, l'Est du Rwanda. Pourquoi vous avez choisi l'Est du Rwanda? Alors encore une fois, c'est pas mon choix, c'est le choix d'Avega. C'est Avega qui, en 2006, a réuni les enfants de la province Mmh. de l'Est, donc voilà, qui compte donc les préfectures de Kigali-Ngali, Kibungo et Byumba. Donc c'est cet ensemble, en fait. Alors il y a quelques cahiers qui appartiennent, à mon avis, à une autre collection, d'ateliers d'écriture dont j'ai pas pu retrouver l'intégralité, mais à mon avis, qui a été initiée par l'AERG cette fois, dans la commune de Runyinya, Butare. Donc voilà, donc sans doute que dans les années à venir, ce type d'expérience, d'écriture, ces ateliers d'écriture, on va en retrouver, les archives. En tout cas, je l'espère. À mon avis, il faut vraiment conserver avec beaucoup de méticulosité, ces témoignages qui sont extrêmement précieux. Qu'est-ce qui est, différent des autres, les régions? Parce que là, quand on lit votre livre, on voit que vous évoquez, l'attaque de FPR dans cette région et comment les rescapés ont vécu, ces moments. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, je crois que c'était important de restituer aussi dans les premiers chapitres, ce que les enfants, les orphelins disent de l'avant, écrivent sur l'avant. Il y a d'abord des descriptions tout à fait, là encore, très, très concrètes et saisissantes par leur aspect, encore une fois très concret, de ce qu'était d'un point
d'un point de vue quotidien, la discrimination à l'école. J'ai trouvé que leur témoignage sur le fait qu'ils ne savaient pas avant d'aller à l'école s'ils étaient Hutus ou Tutsis, mais c'est que l'administration leur assigne une catégorie raciale à partir de laquelle ils vont comprendre aussi les persécutions qu'ont subies leurs parents avant, puisqu'ils n'en avaient jamais parlé pour la plupart. Voilà, donc ça m'a semblé intéressant. Et puis effectivement, on est dans une région où la première attaque a eu lieu en octobre 1990, et donc les répercussions, si vous voulez, sur les populations Tutsis ont été très importantes. Il y a une mobilisation, si vous voulez, dans les familles, et là encore de manière très concrète, par des fouilles, des recherches d'armes, des persécutions, des emprisonnements, d'un imaginaire de guerre qui va progressivement gagner d'ailleurs l'ensemble du pays, hein, pas seulement les zones où le théâtre des combats est actif, mais je pense que c'est très important de d'inscrire le génocide des Tutsis, ces 3 mois de 1994, dans une temporalité plus longue, et de montrer que ces massacres en 1994 n'ont pas eu lieu de manière anomique, mais s'inscrivent voilà, dans un temps de préparation, de maturation, pendant lequel les Tutsis sont les cibles privilégiées du pouvoir extrémiste. Ok. Alors, où et quand et comment peut-on se procurer votre livre? Alors, il sort en librairie en France le 1er octobre. Et il sera. Alors, je n'ai pas d'informations sur le fait qu'Ikilezi ou d'autres librairies à Kigali les commander. Il existe également une version numérique qu'il est possible d'acheter. Donc, j'espère que certaines personnes pourront se le procurer. Mais je pense qu'en passant par les librairies de Kigali, ce sera possible. Et sinon, cette version numérique aussi, je pense, sera peut-être rendra le livre plus disponible. Et moi, j'ai vraiment, c'est très important que ce livre vienne chez lui, hein, là où il est né, au Rwanda, et que la recherche qui est menée sur l'histoire du génocide se fasse en collaboration très étroite avec les Rwandais et avec les collègues, hein, qui sont Helena, uri umwe mu Bafaransa bakunze kujya mu Rwanda, yaraturutse aho ngaho i Paris, mumaze imyaka hafi 16, 16 ans d'aller-retour. Ni hehe ukunda gutemberera mu Rwanda? nkunda gutembera ku misozi mu cyaro mufite ni heza cyane, imisozi, ibiyaga, ndikunda cyane. Ariko i Kigali mfite inshuti, mfite umuryango, mfite mama wa batisimu atuye mu Kigali. Mu Rwanda bari abantu beza cyane, ni umuryango wanjye. C'est un pays auquel je suis très attachée, affectivement, et voilà pourquoi j'y vais le plus souvent possible. On va terminer sur ça. Merci d'avoir accepté encore mon invitation, et j'espère à très bientôt. Si vous passez ici en Belgique, vous êtes le bienvenu pour promouvoir votre livre, Sensiel Militaire. Merci. Murakoze cyane, umunsi mwiza, Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Murakoze.